Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Effectivement, le 12 juin étant la journée nationale du TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous allons donc longuement en parler avec nos invités qui sont les mêmes. Nous avons donc Saadia Haït Abel. C'est ça. Présidente de APDIS Réunion, rattachée aussi à un APDIS. Et psychologue scolaire, anciennement appelé l'ECOPSI. Oui, éducation nationale. De l'éducation nationale. Tout à fait. Voilà, précisons. Nous avons M. Pedro Gamassia. Oui, tout à fait. Bonjour. Je suis vice-président d'APDIS Réunion et j'ai eu jusqu'ici une réflexion sur les problèmes d'insertion des jeunes adultes pour faciliter, je dirais, cet accompagnement. On parlera longuement des adultes face à cette problématique du TDAH. Nous avons aussi donc Kayer Nadia. C'est ça, Kayer Nadia, vice-présidente de l'association Dissemblables et maman d'un garçon de 15 ans TDAH. Et nous avons Laurent Lachoumaya qui travaille à l'IRSAM. Éducateur sportif en activité physique adaptée, donc au centre de la ressource à l'IRSAM. Alors pour ceux qui ont ce deuxième tour de table de présentation, ce n'est pas grave, ça permettra de bien comprendre que nous avons des gens qui sont hautement impliqués dans cette problématique. Et on va commencer peut-être par M. Gamassia, qui nous disait justement la problématique est très présente chez les adultes aussi. En fait, tous ces adultes atteints justement ou ces porteurs de troubles rencontrent beaucoup de difficultés à s'insérer professionnellement parce que ces personnes n'ont pas confiance, ces personnes sont en manque d'estime de soi et aussi, quand elles se rapprochent auprès des institutions, elles se gardent bien de dire ou d'évoquer leurs difficultés, ce qui ne facilite pas les choses en matière d'insertion. Oui, ils auraient tout à gagner en disant, écoutez, je suis porteur de ce handicap, il fait partie des handicaps invisibles, mais si vous le savez, vous pourrez en tenir compte. Alors, parce que je dirais, au cours de certaines rencontres, on s'est aperçu qu'au niveau des institutions, certaines personnes bénéficiaires de la reconnaissance de travailleurs handicapés ne le disaient pas, ne le mentionnaient pas, parce qu'elles ont honte de leur situation. Oui, mais je crois que le regard de la société évolue très progressivement et favorablement de ce côté, même s'il y a encore parfois des gens malveillants, mais on a même, on va dire, des accompagnements qui se font de part et d'autre. Vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, je voulais juste dire que la difficulté d'insertion vient aussi du fait qu'ils ne sont pas forcément qualifiés ou sous-qualifiés du fait de leur parcours scolaire un peu erratique ou en dents de scie et qui donc ont des problèmes de qualification. Ça s'ajoute, c'est un problème qui s'ajoute, la qualification qui n'a pas été... Qui n'a pas pu aboutir parce qu'ils étaient renvoyés, et non pas toujours pour des raisons de niveau scolaire, mais parfois pour des raisons associées au comportement. Oui, tout à fait. Qui les met au banc de touche, qui les indexe, et finalement, eux-mêmes, ils se retirent du système alors qu'ils auraient pu réussir. Tout à fait. Nadia, votre fils, il a pu faire ses études normalement jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Après la troisième, il a voulu essayer la seconde. Je lui ai laissé le choix. Je lui ai forcé en rien. Je lui ai dit, tu veux essayer, on y va. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, il va dans le professionnel et on verra si c'est mieux adapté pour lui ou pas. Quand vous dites aujourd'hui vers le professionnel, on sait que 2/3 des gens porteurs du TDAH, de ce trouble invisible, d'un neurodéveloppement qui est déficient, ces gens-là, ça disparaît. Ça disparaît à l'âge adulte pour les 2/3. Mais il y a quand même un tiers pour qui ça reste. Non, ça reste, mais ça évolue. Ça, par exemple, pour le sommeil, les petits, souvent, pour dormir, c'est très compliqué. Il va trouver toujours une solution, soit il a mal au ventre, soit il trouve toujours des astuces pour ne pas dormir à l'heure. Il y a plein de choses comme ça. Mais à l'âge, l'adolescence, on va dire que ça change. Mais il faut savoir que c'est des enfants, des ados qui ont des sentiments entiers. C'est-à-dire, ils ne pourront pas cacher leur colère. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils sont en colère, ils sont en colère. Et voilà, ils sont pas dans la demi-mesure, dans les nuances. Non. Ils sont entiers. Oui, effectivement. Et donc, dans cette problématique de l'insertion, on retrouve
la non-acceptation, peut-être, ou en tout cas la pudeur de ce handicap, ce qui surajoute au problème, puisque l'environnement professionnel, les collègues ne peuvent pas avoir une bienveillance accrue en tenant compte. Tout à fait, parce que moi, je décline justement ces troubles en 3 grandes étapes. Diagnostic, rééducation, d'accord, parce qu'il y a des outils sur le plan local pour permettre la rééducation, sachant que ces troubles ne disparaissent pas complètement, mais avec la rééducation, ça aide beaucoup. Mais ensuite, en matière d'insertion, c'est de l'information au niveau des institutions, des entreprises, et aussi de faire accepter ces différences avec les collègues pour faciliter l'interaction sociale. Oui, nous sommes, rappelons-le, plusieurs millions en France à justement subir ce TDAH, parce que je dis bien subir, parce qu'ils ne l'ont pas demandé tout simplement. Et par contre, on peut aussi en faire une force, c'est-à-dire que certains, arrivés à l'âge adulte, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien évidemment, mais cette hyperactivité est réorientée, ils sont capables de s'intéresser avec une force et une énergie à certaines choses, et ils ont dans ce cas-là une endurance que d'autres n'auraient pas. C'est ça. D'ailleurs, on a un exemple au sein de l'association. C'est un jeune homme qui effectivement a été diagnostiqué tardivement, mais aujourd'hui, parce qu'il s'est battu, parce qu'il a fait face, j'ai envie de dire, il a fait front, il a un double master. Donc, son parcours n'a pas été facile. La discipline dans laquelle il est, par rapport à son trouble, c'était encore plus compliqué, mais il a pu aller au bout de son parcours de formation professionnelle. Oui, parmi les hommes politiques, parmi les chefs d'entreprise, il y en a plusieurs. Comme on dit, ils sont montés sur un ressort, ils sont partout, ils sont en même temps... et c'est parce que, justement, ils ont cette énergie qui est associée aussi. Je voulais justement vous demander, au niveau de l'orientation, lorsque vous avez un jeune collégien, un lycéen, qui vient vous voir et que vous percevez dans ce qu'il dit, dans le profilage que vous faites de l'individu, ce TDAH, est-ce qu'il y a des filières plus adaptées ? On ne va pas dire qu'il y a des filières adaptées pour le TDAH, parce que par exemple pour les autres troubles des TSLA, troubles d'apprentissage, on va dire qu'il y a des filières qui sont pas recommandées. On peut donner des exemples, n'hésitez pas, même si on fait une extension, c'est pas un problème. Oui, par exemple pour les dyslexiques, celui qui veut se diriger vers des études littéraires, ça va être compliqué. Voilà. Pour le dyspraxique, s'il va être dans le domaine de la restauration ou du service, ça va fortement gêner. Oui. C'est pas interdit, fortement gêner. Pour le TDAH, en général, s'il n'a pas de problème scolaire, il n'y a pas forcément de contre-indication, si ce n'est que bien maîtriser sa difficulté pour pouvoir suffisamment compenser, parce que tout le problème, c'est d'être concentré. Donc, s'il se dirige vers des études générales, donc là, il faut s'attendre, et théorique, il faut s'attendre à ce qu'il n'ait pas vraiment de compensation. Aiguille d'avion, aiguille de train, quoi. Voilà, à côté. Alors que s'il fait des études où la théorie et la pratique se mélangent, ça peut peut-être... Justement, je pensais aux lycées professionnels qui sont peut-être pour certains une partie de la solution, parce qu'il y a la gesticulation, il y a des ateliers, des heures d'atelier. Les stages. Où beaucoup, parfois même, ils vont aller préférer, dès que l'âge est possible, s'orienter vers l'alternance professionnelle, qui leur permet d'être en action et ne pas être collé sur une chaise. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être aussi une solution. Le tout, c'est de trouver après l'intérêt pour le domaine professionnel. Ça, c'est autre chose encore. Et dans le cadre professionnel, puisqu'on voit par exemple dans l'aide aux devoirs, qu'on retrouve sur l'association Dissemblable, ils ont équipé du matériel. Pouvez-vous nous en parler ? Alors nous, on a essayé de commander un vélo pupitre de la métropole. Et on s'est pris un peu en retard et ça a un coût quand même pour l'envoi. Donc on en a fabriqué un. Vous en aurez deux, celui que vous avez fabriqué et celui qui arrivera. Voilà. Donc en attendant, pour la journée du 12, on en a fabriqué un. On a récupéré un vélo d'appartement. On a mis un pupitre dessus et voilà. J'ai donné l'idée et mon cher mari a fabriqué. Avec mon fils d'ailleurs. Alors, il faut savoir que sur la chaîne YouTube BELS, il est possible de voir un reportage sur l'aide aux devoirs qui dure 9 minutes, qui le présente complètement avec ses ballons, avec ses boules de stress et tout. D'ailleurs, on va vous inviter juste après à nous en montrer. Mais
effectivement, on l'a posté aussi dans notre émission, et donc on n'allait pas refaire de redoublons ici. Laurent, pendant que Nadia nous présente ces bouteilles, est-ce que vous, du coup, dans l'accompagnement des gamins, est-ce que vous faites faire des devoirs et comment ça se passe? Non, en fait, moi, je fais pas les devoirs proprement dit, mais par contre, j'essaie d'instaurer le plus possible, je dirais pas la pédagogie, mais de l'éducatif dans mes séances. C'est-à-dire que on n'est pas que dans le contact avec l'animal, mais on reste autour de l'animal. Donc, j'ai une certaine méthodologie justement que j'utilise pour travailler, donc qui est inspirée de la Gestalt théorie. Théorie du comportement. Voilà, qui parle du pré-contact, du plein contact et puis de l'ancrage. L'ancrage qui va servir à finir en douceur et à amener la prochaine séance si on veut, pour pas être frustré de quitter l'animal. Et du coup, pour revenir au pré-contact, c'est-à-dire qu'on entre en activité, c'est-à-dire qu'on est en présence de l'animal, mais on n'est pas en contact direct. Et puis après, on laisse l'enfant s'exprimer avec l'animal, que ce soit en marchant, que ce soit en le câlinant, que ce soit en brossant, voilà, etc., etc. Donc voilà, et j'ai des petits jeux de domino, d'apprentissage en fonction des âges, des évolutions des enfants, voilà, qui touchent un peu plus à l'éducatif, mais on reste dans le domaine animal. En tout cas, quand vous me dites tout ça, ça m'évoque un reportage que j'ai eu l'occasion de faire en centre équestre, que vous pouvez retrouver également en replay, qui montrait bien le bénéfice que les enfants retiraient au contact de l'animal, et effectivement, même les gens porteurs d'handicap peuvent s'approcher de ces écuries. Là, on avait été du côté du Relais, la petite île, mais il y en a d'autres sur l'île. Ils ne font pas de la médiation, enfin, ils ne font pas de l'équithérapie, c'est, je rappelle, un terme protégé qui appartient à des gens formés spécifiquement. La formation est longue, ils ont déjà un titre de soignants professionnels avant d'y accéder, mais dans toutes les écuries, ils font quand même une forme d'approche de l'animal sans que ce soit cadré d'un point de vue institutionnel. D'ailleurs, ces animaux apportent sérénité. Madame, vous voulez en parler aussi, peut-être? Non, je voulais juste ajouter que le système éducatif français est très contraint. Oui, par rapport à, uniformisant. Voilà. Par rapport aux États-Unis, au Canada, ou dans une salle de classe, les gens ne sont pas forcément assis. Ils sont debout, ils peuvent s'asseoir. Et je dirais que dans le système français, les meilleures années, ce sont l'école maternelle. Parce que là, ils peuvent plus se bouger. Bien sûr. Voilà. Après, ça se détériore, à mon avis. Et justement, peut-être que sur le long terme, il va y avoir une réflexion, une réforme, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore... Non. Enfin, l'institution n'en est pas encore là, elle n'est pas encore prête, parce que... Voilà, il y a une sacro-sainte conception de l'autorité en général et de l'autorité de l'enseignant qui est dispensateur de savoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, ils ont des ressources de savoir. Et donc, il y a la problématique aussi des évaluations. Par exemple, dans certains pays, les enfants apprennent à lire beaucoup plus tard. Et jusqu'à l'âge de 7-9 ans, ils ne font que jouer. Et ils finissent par apprendre à lire en jouant. C'est ça. En France, on n'a pas cette approche. Alors, on parlait tout à l'heure de calme. Il y a ceux qui vont choisir des méthodes, comme la sophrologie, comme la relaxation. Tout le monde n'entre pas. À chacun de trouver la méthode qui lui convient. D'autres le tai chi, d'autres le sport. Et il y a un côté défouloir aussi. Mais vous, pendant les devoirs, vous avez un truc original. La bouteille de calme. Montrez-nous, expliquez-nous. Alors ça, c'est des bouteilles, c'est Nathalie Debois, l'animatrice de nos ateliers d'aide à l'apprentissage et de l'estime de soi, qui les fait. Donc c'est une bouteille de retour au calme. Regardez bien en face de vous, qu'on puisse avoir la caméra. Merci de vous pencher bien. C'est des bouteilles de retour au calme. Penchez-vous sur le côté gauche pour qu'on puisse voir. Donc levez-la plus haut pour qu'on la voit, voilà. Elles sont faites avec, celle-là est faite avec de l'eau, de la colle et des paillettes. Avec des morceaux de paille que j'ai mis dedans. Donc, qu'on peut retourner, que les enfants, voilà, ils aiment bien capter. Celle-là, Nathalie Montez-la bien haut, parce qu'elles sont sur la table, on ne les voit pas. Nathalie l'a fait avec de l'agar-agar. Donc, elle a chauffé l'eau avec de l'agar-agar pour que ça gélifie un peu. En fait, ça ressemble aux bouteilles de neige. C'est ça. Et celle-là est faite avec du colorant aussi et de l'huile. Donc, on a plusieurs méthodes.
Et voilà, les enfants aiment bien aller retourner, regarder ce qu'il y a dedans, ce qui flotte. Alors, quand vous dites de l'agar-agar, c'est ce qu'on utilise pour la cuisine? C'est ça. Donc, c'est en fait des gélifiants C'est ça. qu'on utilise pour la confiture ou autre et qui permettent de temporiser la rechute Voilà. de ce qu'on a mis dedans, Ça peut des être paillettes ou gélifiant, autre. l'huile, la colle, voilà. Donc, Il y a plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes. Et donc, quand l'enfant sent qu'il est en train de faire ses devoirs et qu'à ce moment-là, il commence à être distrait, il commence à être embêté, il prend l'outil, je dis la bouteille, le bocal ou autre, il le retourne, remettez-le devant vous, il le retourne, on va le prendre l'autre, la bouteille qui aime bien, avec non l'autre, celle-là, parce que on va la mettre bien haut et la retourner. Et là, il va la regarder, ça va le calmer jusqu'à ce que l'ensemble des choses qui sont dedans, ralenties par l'agar-agar, l'huile ou la glycérine ou autre, et tant que ce n'est pas arrivé en bas, eh bien, il peut se concentrer. En fait, ça focalise son attention. C'est ça. Du coup, ça revient à dire que lorsqu'on a des gens qui sont atteints du trouble déficitaire de l'attention, il faut limiter les perturbateurs, les distracteurs. Et donc, pour travailler, ils ont besoin de calme, ils ont besoin d'un endroit dédié pour, qu'il n'y ait pas de bruit de voiture, du voisin qui l'appelle par la fenêtre pour dire « Hey, tu viens faire le foot ?» Ah ben là. Est-ce que vous avez d'autres conseils, pas des recettes, mais des pistes pour favoriser la gestion pour les enfants, pour les parents? Pour les enseignants, ça serait par exemple lui donner une activité qui va le valoriser, soit d'aller chercher les cahiers, soit de poser des livres, qui va servir à toute la classe. Lui permettre certaines choses, ça ne veut pas dire que lui, on va lui permettre des choses, mais expliquer aussi aux camarades pourquoi à lui, on lui permet des choses, et après, ça sera mieux accepté par l'ensemble. Alors, je voudrais préciser que au mois de juillet, du 26 au 30 juillet, il va y avoir une colo inclusive du côté du centre de lecture du Brûlé avec l'AFC, l'Association familiale catholique. Et dans cette colo, il va y avoir sur l'ensemble des 6 encadrants, 5 qui ont été formés EAPA, enseignants en activité physique adaptée. Ils ont un titre, ils ont un brevet d'État qui est un titre professionnel, mais en même temps, ils ont cette sensibilité pour les gens porteurs de handicap. Pas seulement ceux qui sont le TDAH, mais les enfants qui viennent, on ne va pas les prendre pour des casse-pieds. On va dire, tiens, celui-là, il faut l'occuper autrement, comme vous dites, lui confier une tâche. Oui. Ne pas organiser sa matinée en faisant une activité où il va rester assis pendant 2 heures. Et si à un moment, il se balance sur une chaise, j'ai envie de dire ça comme à l'école, on va lui rappeler que c'est dangereux. Mais on ne va pas lui en vouloir, on va le lui redire. Et quand on lui aura dit 2 fois, eh bien, on lui redira une 3e fois, parce que spontanément, c'est dans sa nature de recommencer à se balancer sur cette chaise. Alors peut-être fixer les chaises quand on ne veut pas qu'il se balance pour une question de sécurité, peut-être lui fournir des ballons. En tout cas, avec l'AFC, cette volonté affichée de faire une colo inclusive, je voulais la souligner parce que ce n'est pas fréquent. Ces gamins-là, en général, on les évite. Les porteurs de handicap dans les colos, pendant un moment, ils faisaient des colos entre eux parce que ailleurs on n'en voulait pas. Et bien sûr qu'ils soient porteurs de l'autisme, qu'ils aient d'autres troubles. Aux parents, on rejoint ce que disait M. Gamassia, que les parents disent qu'il a tel problème pour qu'on en tienne compte, parce que le problème de l'un n'est pas celui de l'autre. Et pour s'adapter, il faut savoir partir d'où on va. Voilà, c'était une petite parenthèse, Nadia. C'est une continuité de l'école pendant les vacances. C'est une colo qui va chercher une labellisation colo apprenante. Et surtout pour travailler l'entraide entre les uns et les autres et accepter la différence. On est vraiment vers une société inclusive. C'est ça aussi. Et cette société inclusive, les expériences scolaires, là où ça a été fait, on pouvait, et je compte sur Laurent pour nous donner témoignage de ce qu'il constate, c'est que là où on met des enfants porteurs de handicap, l'ensemble des autres enfants deviennent plus tolérants et il y a beaucoup moins de bagarres, beaucoup moins de conflits. Laurent ? C'est que l'enfant qui arrive dans ce milieu ordinaire intéresse plus ou moins, et du coup il y aura cette ouverture d'esprit en fait qui vient générer tout ça. Et il y a une certaine solidarité qui se fait, et c'est bien parce que on va dans ce sens-là aujourd'hui. C'est encore compliqué, mais on en parle. Mais je trouve que malgré tout on avance. Et après voilà, c'est savoir accepter et surtout aller au-delà de l'handicap et voir en fait, au-delà de l'handicap, il est capable de faire
il est capable de faire ça, bah, il est capable de faire mieux que moi même. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme il fait ça mieux que moi, c'est lui qui, soi-disant, avait ses troubles, qui va m'aider. Et voilà, on va créer un lien comme ça, et ça va se propager, plus ou moins. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'inclusion, c'est ça, quoi. Toute la problématique est de trouver sa juste place avec ses capacités et ses faiblesses, et ça se fait dans la bienveillance. Toujours ce maître mot, la bienveillance. Monsieur Gamassia, justement, si aujourd'hui, dans les colos comme à l'AFC, à l'école où on fait l'inclusion, Laurent, l'institution accompagne des élèves en école et les reprend en charge pour un accompagnement spécifique, ça va faire une génération dans 10, dans 15 ans qui auront grandi avec cette inclusion. Mais aujourd'hui, pour les adultes, comment on peut améliorer? Je dirais deux choses. Les acteurs associatifs que nous sommes, on n'a pas le droit de baisser les bras. D'accord? Parce qu'il nous appartient de préparer les générations futures, de préparer ces ouvertures et de faciliter l'inclusion au sens large du terme de toutes ces personnes, quel que soit leur âge, leur origine sociale. Par ailleurs, depuis un an, Apedis réunit dans les cartons un outil de formation pour permettre justement l'accompagnement et l'insertion des personnes porteurs de troubles, qui n'a pas pu se mettre en place compte tenu de la crise sanitaire. Oui, là, beaucoup de choses ont été mises en berne, mais ce n'est pas perdu, cette préparation. Voilà, donc on va l'adapter. Et si vous permettez, je vais profiter pour lancer un appel aux entreprises et aux fondations. Je me tiens, au travers de l'association, à leur disposition pour leur expliquer et évoquer justement tous ces dispositifs législatifs, parce qu'on ne les connaît pas tous, pour faciliter et permettre l'inclusion de ces personnes. Oui, il y a des aides, il y a un cadre législatif favorisant, mais encore faut-il le connaître et l'exploiter. Ceci d'autant plus qu'Apedis Réunion est membre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, par mon intermédiaire, et on a la chance aujourd'hui à La Réunion d'avoir ce qu'on appelle le PRIT, un PRIT purement local, qui est là pour faciliter beaucoup de choses et permettre cette inclusion. Merci beaucoup de penser à ces adultes. Il y a les groupes d'entraide mutuelle, les GEM, je ne sais pas s'il y en a un sur le TDAH, mais peut-être qu'il serait à créer. Je vais laisser à chacun faire sa conclusion, parce que nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Donc, Madame Aït Abed. Oui, en fait, c'était juste pour conclure en disant qu'il faut vraiment développer cette société inclusive. Nous sommes tous différents, même si ça paraît pas qu'on me rangeait la catégorie handicap. Moi, par exemple, quand je vais faire mes courses et que les produits sont en haut, j'ai du mal. Il faut que je me trouve soit un grand, ou soit je ramène mes fils qui sont... Vous avez un sourire, pour vous, ça va? Oui. Mais pour ceux qui ne sont pas des communicants. C'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment comprendre les uns et les autres, aller plus vers une société inclusive et apporter toutes les aides possibles, autant sur le plan pédagogique. On va permettre à chacun de faire une petite conclusion. Voilà. Laurent? Oui, moi je dirais justement de se nourrir en fait de tout ce qui est non médicamenteux. Je pense au sport, aux animaux, je pense au niveau culturel, théâtral, etc. Oui, le théâtre et les arts, tout ça. Bien sûr. La peinture. C'est des choses qui se mettent en place de plus en plus en institution parce qu'on essaie de labelliser. Et je trouve ça génial parce que on découvre en fait certaines facettes qu'on n'aurait jamais imaginées parce que ça remonte des souvenirs, ça remonte des émotions, etc. Donc beaucoup se porter là-dessus, ça peut aider. Moi en l'occurrence c'est les animaux et le sport, mais voilà, il y a beaucoup d'autres domaines. Moi c'est que les jeunes, les parents, les enfants osent, qu'il n'ait plus honte et qu'ils sachent qu'il y a des associations et des personnes qui peuvent les accompagner et les aider. Utiliser ce tissu social pour pouvoir s'appuyer dessus, ne pas hésiter à solliciter Apedis, dit semblable, quand on parle de TDAH, pour pouvoir vous accompagner aussi à l'école où parfois les enseignants n'ont pas encore eu la formation ou l'information. N'hésitez pas à vous inscrire dans la colo de l'AFC qui est inclusive, quel que soit le handicap. Bien sûr, on ne pourra pas, dans un premier temps, accueillir tous les handicaps, parce qu'à certains degrés, c'est difficile, ça nécessite presque une personne par encadrant. Donc, mais progressivement, il faut que toutes les colos, tous les organismes aillent vers ça. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. N'hésitez pas aussi à communiquer autour de vous. Et le 12 juin, portez tous un ruban orange, journée nationale du TDAH. À bientôt.